Donc c'est l'affaire Fimé Maé. Donc Fimé Maé, c'est un jeune Ivoirien qui a été étouffé vivant par un soldat français le 13 mai 2005 en Côte d'Ivoire, dans la région de Bangolo, je crois que c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et il a été défendu par Maître Fabien Ndoumou. Ils ont arrosé l'Andoulou, l'endroit où Maé était parti. Ils ont tiré, et ils ont fait venir des hélicoptères. Les hélicoptères avaient les infrarouges. C'est-à-dire les infrarouges peuvent vous détecter, même si vous êtes derrière un obstacle et tout ça. Juste pour un individu qui n'était même pas armé. Nous comprenions si c'était un militaire sénégalais qui avait tué un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire accepterait que ce soit jugé au Sénégal? C'est juste pour vraiment poser la question. Donc je m'adresse à Ange Kessi, à travers vous, à travers l'émission. Est-ce que si c'était un militaire sénégalais qui avait assassiné un Ivoirien en Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire accepterait que les soldats ivoiriens et sénégalais soient jugés au Sénégal? En fait, si je comprends bien, l'armée en France, l'armée française était en train de mentir au propos de Fimé Maé. Qu'on le dise simplement, dans des thèmes crus, est en train de fabriquer un narratif pour faire passer Fimé Maé pour un voyou notoire, afin de justifier leur acte. Et même si, à supposer, je parle de l'hypothèse que Fimé Maé était un voyou notoire, maître, en tant qu'avocat, ce qu'ils ont commis, c'est inacceptable d'être Laurent Gbagbo avait plutôt une autre bataille à mener. C'était la bataille de son pouvoir. Laurent Gbagbo voulait d'abord sauver son pouvoir. C'est ça, parce qu'il était attaqué par les rebelles. Parce qu'il était attaqué par des rebelles. Newpol, la chaîne qui bouleverse les certitudes. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je ne dis pas de respect, je dis surtout beaucoup d'admiration. Pour avoir défendu une affaire qui, à bien des égards, a fait plus ou moins évoluer un certain nombre de positions, entre guillemets, juridiques et militaires. Et cette affaire, qui pour moi est très importante, n'a pas été reconnue dans sa valeur et dans sa dimension. Et surtout, cette affaire nous questionne tous aujourd'hui sur ce que c'est que la démocratie et sur ce que c'est que le droit à la justice pour tout le monde. Donc, c'est l'affaire Fimé Maé. Donc, Fimé Maé, c'est un jeune Ivoirien qui a été étouffé vivant par un soldat français le 13 mai 2005 en Côte d'Ivoire, dans la région de Bangolo, je crois que c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et il a été défendu par Maître Fabien Ndoumou, qui a obtenu à bien des égards plusieurs victoires. Mais cette victoire, on ne peut pas la comprendre si on ne la met pas en perspective. Et c'est pourquoi nous le recevons aujourd'hui. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Boumar. C'est un plaisir pour nous et je vous remercie de nous recevoir. Oui, je vous dis aussi merci de la peine que vous avez prise pour arriver avec toute votre équipe et surtout cette installation que je découvre arriver dans notre modeste cabinet pour pouvoir vous imprégner et expliquer à ceux qui nous regardent ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire, puisque vous avez fait, d'après quelques recherches que j'ai faites, vous avez fait d'autres vidéos, vous avez fait tourné d'autres émissions concernant la Côte d'Ivoire, et vous avez choisi celle-ci qui, de 2005 à 2012, et même actuellement, parce que je continue à être saisi, qui fait quand même l'actualité. Vous savez, c'était la première fois, après l'affaire Dreyfus, qu'on voit des militaires de haut rang se faire juger par une justice. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez héroïque de votre part. Héroïque, oui, j'ai fait que mon travail. Absolument. Oui, donc je vous remercie. Peut-être vous allez éclairer les zones d'ombre, certains qui n'ont vraiment pas, à l'époque des faits, qui étaient encore des mineurs aujourd'hui, vont apprendre réellement ce qui s'est passé. Absolument. Et maître, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous présenter, mais avant de vous présenter à tous ceux qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas, pourtant vous êtes très connu à Paris, vous êtes dans le cœur de Paris, pouvez-vous nous dire deux mots? Je sais que vous êtes ancien avocat de l'Ordre des avocats en France. En deux mots, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous avant qu'on ne rentre dans le vif de l'interview? C'est parfois difficile de se présenter. Je suis avocat au barreau de Paris, je suis également avocat à la Cour pénale internationale. Je préside, c'est très important, je préside l'examen de déontologie, oral de déontologie, à l'école des avocats du barreau
les barreaux de Paris, qui a à peu près 1900 élèves. La déontologie, c'est notre ADN, c'est notre socle, c'est comme l'éthique. C'est-à-dire l'éthique, un avocat doit être quelqu'un de correct, ne doit pas être véreux. L'avocat ne doit pas commettre certaines infractions, que ce soit au quartier. Donc c'est ça qu'on appelle une déontologie, notre façon, que ce soit professionnel ou bien dans le cadre civil. Je suis donc également ancien membre du Conseil de l'Ordre de Paris. Membre du Conseil de l'Ordre de Paris. Vous savez, en France, la profession d'avocat n'a pas d'autorité de tutelle. On s'auto-administre. Je viens de l'apprendre grâce à vous, je ne savais pas ça. On s'auto-administre. Et l'Ordre des avocats de Paris, c'est un État dans un État, parce qu'actuellement, nous comptons à peu près 35 000 avocats. Imaginez 35 000 avocats, donc 35 000 intellectuels. Ce n'est pas facile de trouver, je peux dire, un pays avec 35 000 intellectuels. Raison pour laquelle, à l'Ordre des avocats de Paris, nous avons ce qu'on appelle des commissions. Voilà, donc maître, vous avez dit que vous êtes avocat donc, à la Cour pénale internationale. Donc on reviendra sur la Cour pénale internationale qui aujourd'hui est très critiquée. On va recueillir votre point de vue tout à l'heure. Oui. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette affaire Fimet-Maé qui, moi, à titre personnel, me tient à cœur et que vous avez défendue. Donc on va essayer de replacer, de revenir dans le contexte de cette affaire qui se passe en 2005. Qui est Fimet-Maé et dans quelles conditions il a été tué par l'adjudant-chef Guy Rogel? Oui. Oui, Fimet-Maé, je peux d'abord vous dire comment est-ce que je suis entré dans le dossier. L'affaire commence, ça commence à faire parler de cette affaire en France. Et Fimet-Maé, c'est quelqu'un qui sortait d'une famille pas trop aisée, une famille, je peux même dire, démunie. Pauvre. Et je suis donc contacté. On me dit, voilà, il y a une affaire d'un jeune Ivoirien qui est démuni, on ne sait pas, c'est contre les militaires français, qui peut assurer sa défense? Bon, je me suis dit, pourquoi pas, il faut que je m'engage, parce que ces personnes en venant vers moi, ce n'était pas anodin. Ouais. Ils sont venus parce qu'ils ont été conseillés, parce qu'on leur a dit, et ça circule, que cette personne c'est quelqu'un qui a peut-être la main sur le cœur, peut vous aider. Alors je me suis renseigné qui était Fimet-Maé pour revenir à votre question. Fimet-Maé, c'était qui, comme tous les jeunes Africains, il était d'abord parti à Abidjan pour aller se chercher. Et quand on va comme ça, vous savez, les jeunes Africains, il y a un journal de la place, je crois, je peux le citer, Le Monde, qui avait titré, soit Le Monde qui avait titré que un jeune à tout faire et tout ça. Effectivement, l'Africain, c'est quand il arrive comme ça, dans une grande ville, il faille faire de la plomberie, il fera la plomberie. Si c'est pour faire un peu de l'électricité, pourvu il trouve son gagne-pain. Exactement. Il peut faire de la manutention, il va essayer de faire de la manutention. Il était donc parti à Abidjan pour se chercher. Et la vie était devenue très très difficile. Et là où sa famille lui dit, au lieu de traîner comme ça en ville, tu peux rentrer au village. C'est-à-dire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et Maé, qui était guéri, il retourne donc. Et étant là-bas, il voulait repartir, c'est-à-dire saison de cacao, remonter avec un peu d'argent. C'est là où les problèmes... la guerre commence. Il est donc ivoirien. Voilà, il est donc pris, il est donc dans cette région et la guerre commence donc. Les forces françaises qui étaient sous la bannière de l'ONU, l'ONUCI, ce qu'on appelle la force licorne. La force licorne. Les forces françaises sont sur le terrain, qui font également venir d'autres forces partial, parce que les gens se disaient que la France toute seule, oui, on fait venir des Bangladeshis. Oui, des Bangladeshis, oui. Oui. Malheureusement, les Bangladeshis, c'est les gens qui parlent plutôt l'anglais. Oui, c'est ça, parlent pas français. Oui, parlent pas français. Il y avait cette difficulté-là sur le terrain. C'est les Français qui étaient... Les traducteurs. Qui étaient parfois les traducteurs et qui... la cohabitation n'était pas facile. C'est ça. C'était pas facile. Et donc, Maé était donc
était donc dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et les événements ont donc commencé. Ils ont formé ce qu'on appelle l'autodéfense. C'est la réaction des Ministre de l'autodéfense. Voilà, Oui, en faveur de Laurent Gbagbo. Autodéfense parce que c'était zone tampon. D'accord, ok. Bon, donc, les milices, c'était juste pour éviter que ceux qui viennent du nord traversent cette zone Pour venir dans le sud. pour venir dans le sud. Ça, c'était une zone comme genre de barrière. D'accord. Donc, Maé était donc était comme un guerrier qui assurait donc, était parmi ceux qui assuraient cette garde pour éviter la descente de ces personnes. Il faut le dire que Maé avait d'abord une dame avec qui il avait eu l'enfant. Donc il était papa. Il était papa. Et Gaël, le Ouais. petit Gaël, qui aujourd'hui est déjà majeur. Le petit Gaël, sa maman s'appelait, il s'appelait Lao. Là, oui, d'accord. Je crois Sylvie Lao. Il avait donc cet enfant avec cette dame, cette dame. Et cette dame était restée à Abidjan. D'accord. Lorsqu'il se retrouve donc L'ouest. à l'ouest, il rencontre une autre dame qui s'appelait Edith. D'accord. Edith, c'était sa compagne pour son séjour. Edith et Maé allaient souvent au marché, ils faisaient un peu tout ensemble, ils travaillaient, ils cultivaient, ils avaient même des champs. D'accord. Jusqu'à ce jour fatidique où Maé a été... Ça veut dire qu'en fait, la façon dont on a présenté Maé comme étant un voyou, dans la presse française en l'occurrence, ça change complètement avec ce que vous nous dites de Maé, on nous a fait passer Maé pour quelqu'un qui était un coupeur de route, un agresseur et un voyou notoire que l'armée française a débarrassé des Ivoiriens. C'est normal, c'était la ligne de défense de l'armée française pour dire que... le procès. Oui, pour dire que tout le long de la procédure, pour dire que bon, nous, on vous a plutôt aidé parce qu'on vous a enlevé une épine du pied. C'est ça. Vous avez quelqu'un qui tuait, et qui exécutait les femmes, qui coupait les routes. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, les coupeurs de route se mettent souvent sur des bosquets. D'accord. Et les bosquets, parfois, en Afrique, il y a des bosquets qui font des fois 2-3 km, on ne voit pas de maison. Et lorsqu'une voiture vient pour passer avec rapide passagers, ils entendent du bruit parce que vous êtes dans des zones où il n'y a pas, des zones qui ne sont pas fréquentées. Peut-être des voitures passent, une voiture passe toutes les 2 heures ou bien 1 heure. Donc le ronflement des moteurs des voitures, on peut l'entendre à distance. Et que font souvent les coupeurs de route? Lorsqu'ils entendent le ronflement des moteurs, qui peut mettre à 5 km, ils savent que la voiture est en train d'arriver. Ils cherchent des billes de bois, certains, ils cherchent des billes de bois qu'ils jettent sur la route pour faire un barrage. Lorsque la voiture arrive, eux, ils sont cachés, ils se cachent. Lorsque la voiture arrive, le chauffeur et quelques vaillants qui sont dans la voiture descendent pour ouvrir la route. Et c'est là où ils surgissent avec des armes blanches, les armes à poing et toutes sortes d'armes. Et procède au dépouillement des populations. Comment ça fait le dépouillement? Celui qui veut régimber, soit on tire sur lui, soit on le coupe, bref, soit on le tue. D'accord. Bon, si cette tactique, qui était déjà très connue par certains, ils échangeaient d'autres tactiques, vous trouvez une dame avec peut-être un petit enfant, qui fait chemin à pied, et elle fait semblant, la jeune dame fait semblant de stopper la voiture. Lorsque la voiture s'arrête, là les autres attaquent. C'est des formes de ruse. C'est des formes de ruse. Donc on a présenté filmé Maé comme étant donc ce genre de personnes, de coupeurs de route. À ce que je sache, et je peux le dire devant vous et tous ceux qui vont nous suivre, j'ai eu, certes nous avons des secrets professionnels, j'ai discuté avec Edith, c'est-à-dire la compagne de Firmin Maé, qui m'a dit, mais ce monsieur-là ne parlait même pas comme... C'était quelqu'un qui ne parlait même pas. Ah ouais? Oui, c'est quelqu'un qui ne parlait même pas. Jamais, au grand jamais, Maé n'a commis ce genre de choses.
D'ailleurs, ils étaient ensemble le jour où cet incident est arrivé. D'accord. Le jour fatidique, D'accord. pour vous le dire. Et donc, du coup, au procès, toutes les photos qui ont été présentées pour présenter Mazema, c'était des photos qui étaient fausses. Oui, vous savez, le procès a eu lieu en 2012. Mhm. Et je me souviens très bien, en 2012, on n'avait même pas encore les WhatsApp. Ouais. On n'avait pas les WhatsApp, on n'avait pas tout le reste et tout ça. J'ai vu un montage. Bon, un montage, l'armée est souvent en avance. Un montage où on présentait, où Maé était avec, comme un grand imam, comme un grand bourgeois, assis, et tout ça. En tout cas, on a truqué des photos pour montrer que, après avoir commis ces actions, il allait s'asseoir et il prenait des grands vins, il prenait des champagnes avec une petite cour, des gens qui faisaient... Genre de baron, quoi. Oui, voilà. Effectivement, c'est le terme, genre de baron. Voilà. Je dis, c'était faux. C'était faux. C'était très faux. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est absolument extraordinaire. Maintenant, on va revenir au jour où Phimé Maé a été assassiné. Dans quelles conditions et dans quel contexte il a été assassiné. Je peux comprendre qu'il a été étouffé dans du sac plastique. D'accord. Donc, c'est pour donc rebondir parce que j'attendais la suite de cette question. C'était un jour, si je me souviens bien, ça devait être un samedi. Et les marchés sont souvent périodiques. Je crois dans la zone de Bangolo, il y avait souvent peut-être 2 marchés ou bien un seul marché. Bon, je me souviens que c'était un samedi. Et Maé et Edith allaient au marché. Parce que le marché, c'est le jour de la rencontre. C'est ça. Même si vous ne voulez pas, c'est comme une petite fête. L'ambiance, vous trouvez des gens avec qui vous pouvez causer. Ouais, c'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles. Ouais. Ils font chemin et ils s'avancent. Ils étaient à pied. Ils s'avancent, ils étaient avec un autre petit garçon. La voiture des militaires, une première voiture des militaires est venue, les a dévancés. Elle est partie. Et cette voiture a fait demi-tour. Et quand elle a fait demi-tour, elle est venue. On a tapoté, l'un des militaires est venu, il a tapé par l'épaule en disant mon type, c'est vous. Marie lui dit, mais je ne comprends pas. Il lui dit, mais ne jouez pas à ce jeu-là. C'est vous, on se connaît. Attendez, c'est intéressant. Un des militaires français. Oui, la voiture qui était partie. La voiture qui était partie, oui. Elle fait demi-tour. Fait demi-tour. Oui. Pour revenir à la hauteur de Maé. À la hauteur de Maé. Qui était avec Edith, c'est ça? Qui était avec Edith, avec un autre petit garçon. Un autre petit garçon. Un autre petit garçon qui devait avoir peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ouais. Bon. Eux, comme je vous expliquais, les tactiques des coupeurs de route, ils se sont dit, s'il y a un petit garçon, il y a la dame peut jouer à la part. C'est ça. La dame peut jouer à la part, c'est peut-être ils attendent qu'un camion ou bien une voiture, un minibus vienne pour que la dame joue à la part et que Marie intervienne. Ils passent, ils reviennent et le militaire lui dit, ne fais pas ce jeu, mon pote, bon, quelque chose comme ça, on se connaît. Marie lui dit, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Il insiste, il dit, mais ne jouez pas à ce jeu-là. Genre, bon, en fait, c'est pas mot à mot pour vous expliquer. Ah ouais. Et Marie dit, mais jusque-là, je ne comprends pas. Et là, il décide donc de l'embarquer. Maé prend donc la fuite. Maé prend la fuite parce que lorsque je me suis retrouvé au procès, j'étais plutôt devenu quelqu'un qui défendait le prévenu alors que j'étais victime. C'était à moi de prouver que... Oui, mais c'est ça que j'ai constaté. Ouais. C'est-à-dire, je défendais plutôt un prévenu et non une victime. C'était à moi de prouver que, alors que la Constitution est claire, la Constitution française est claire, la peine de mort n'existe plus en France. Absolument. On ne devait même pas se poser la question si c'était un coupeur de route ou pas. C'était un individu qu'on a tué. Absolument. C'était la base de tout. Donc il fallait que je démontre que non, cette personne qu'on a tuée, ce n'était pas la bonne personne. C'est-à-dire, m'a été devenu comme un prévenu. Bon, pour revenir sur la logique de ma pensée, Maé, pour eux, ils présentaient donc Maé, pour me poser la question, maître,
Oui, si ce n'était pas, il se reprochait de rien, pourquoi elle a pris fuite? Ouais. Je reviens donc pour vous expliquer. Il y a eu des disparitions à cette époque-là en Côte d'Ivoire. Des disparitions où, lorsque l'armée arrivait, ça commençait comme ça, comme les amusements, et puis vous ne voyez plus la personne, des mois, des semaines et tout ça. Donc quand on vous prenait, les mois qui suivaient, les semaines, les mois et tout consort, Vous avez disparu. on n'avait plus de vos nouvelles. Et c'est pourquoi Maya a fui. C'est pour cela que Maé a fui. D'accord. Parce qu'il s'est dit, je peux faire comme ça, je me retrouve comme les autres. Il y avait eu des précédents. D'accord. C'est pour vous dire que j'étais obligé de me défendre, de prouver que, oui maître, pourquoi votre client a pris fuite s'il ne se reprochait pas de quelque chose? Voilà, la raison était claire. Les militaires, lorsqu'ils vous prenaient, il y a eu beaucoup qui ont été portés disparus. Et lorsque Maé est donc parti, ils ont appelé les hélicoptères qui sont venus en renfort. En dehors des hélicoptères, ils ont mitraillé la zone. Ah ouais. Ah oui, ils ont tiré comme si c'était un gibier en Afrique. Vous savez, quand un gibier part quelque part, vous arrosez, vous dites, bon, la balle qui va atteindre, pourrait l'atteindre. Ils ont arrosé. Ils ont arrosé l'endroit où Maé était parti. Ils ont tiré, et ils ont fait venir les hélicoptères. Les hélicoptères avaient les infrarouges. C'est-à-dire, les infrarouges peuvent vous détecter, même si vous êtes derrière un obstacle, et tout ça, juste pour un individu qui n'était même pas armé. Et entre-temps, Edith a commencé à marcher avec la boule au ventre, avec la peur, avec ce qu'elle a vu. Elle ne peut plus fuir, ouais. Avec ce qu'elle a vu. Oui, effectivement, tétanisée. Elle a donc poursuivi sa route jusqu'au marché où ils se rendaient, et elle s'est rendue chez l'une de ses tantes qu'elle connaissait. Je dis tante en Afrique, ce n'est pas vraiment tante. C'est la famille, quoi. C'est la famille, oui, tante de connaissance, pour lui dire que je vis quelque chose, je viens de vivre quelque chose de très anormal. Mon compagnon, je ne sais pas s'il est mort. Les militaires ont tiré, il a pris la fuite, les militaires ont tiré vers sa direction. Et sa tante lui a dit, là, c'est très grave ça. Et tout. Et ils sont partis. Elles sont parties. Et elle lui a dit, j'aimerais rentrer au village. Sa tante, je crois que sa tante, si j'ai bonne mémoire, l'a cachée quelque part. Et elle est repartie dans son village un peu plus tard, dans la soirée. Quand elle est arrivée, on lui a dit, il faut disparaître. Parce que ces gens, s'ils ont voulu tuer, ou bien on l'a tué, c'est sûr que, comme vous êtes témoin oculaire, ils vont vous chercher. Et vous faire disparaître. C'est ça. Bon, donc les hélicoptères, ce jour donc, les hélicoptères sont venus, ils ont tourné, et n'ont pas vu. Et vers 17h, par là, parce que c'était vers 10h à peu près, qu'il y a eu 10h, 11h, que les militaires ont tiré, il y avait plus fuite. Vers 17h, 16h30, 17h, une voiture des militaires passait. Vraiment, jusque-là, c'est l'énigme pour moi. Ils ont trouvé que Maé était couché juste en bordure de la route. Blessé. Ah oui, blessé, il ne parlait pas. Ouais. Il ne parlait pas, il est blessé. Je ne peux pas vraiment, parce que c'est l'énigme pour moi, comment est-ce que les militaires disent que c'est un villageois, c'est-à-dire quelqu'un qui sortait des champs, qui l'a découvert, et pour l'aider, il est venu le déposer sur le bord de la route. Ce qui est un peu discutable. Ce qui est vraiment très discutable. Ouais. L'essentiel, c'est qu'on l'avait retrouvé, et c'est de là qu'on le transporte donc pour l'amener à Bangolo. D'accord. Qui les transportait alors? C'est des militaires, effectivement. Les militaires français. Militaires français. Et dans cette voiture, on avait l'adjudant-chef. Donc, ils partent d'abord. Non. Ok. Ils partent d'abord à Bangolo. Bangolo, c'était un poste. Parce qu'il y avait des checkpoints. Ouais, il y avait aussi des petits postes. Bangolo, c'était un petit poste où il y avait une infirmerie. Ils l'ont donc transporté. Ils l'ont amené à ce poste-là. Il était conscient. Quand il dit conscient, il n'était pas agonisant.
On l'amène à Bangolo. Arrivé à Bangolo, les infirmiers s'affairent sur le blessé. Et quelque temps après, l'autre vient donc qu'on l'amène à un poste beaucoup plus grand qui était Mans. Ouais, une grande ville. Une grande ville. Oui, j'ai entendu qui était Mans. Qui était Mans. Il fallait qu'on l'amène là-bas parce que il y avait la technique, le plateau technique. Sanitaire qu'il fallait. Oui, sanitaire. Et même les militaires français, ce plateau technique était beaucoup plus sophistiqué que celui de Bangolo. Et c'est là où il y a donc les échanges entre le colonel Burgo et ceux qui devaient conduire Maé, la mission qui devait conduire Maé à Mans. Le colonel Burgo lui dit avoir reçu l'ordre du général Poncé de prendre tout le temps, et de genre reprendre tout le temps. Est-ce que tu m'as bien compris? Prendre le temps. Pour le colonel Burgo, en langage militaire, ça veut dire que il ne faut pas que cette personne arrive vivante. Parce qu'une personne, une personne blessée qui est dans cet état, on doit plutôt s'affairer. On doit plutôt se précipiter pour pouvoir lui prodiguer des soins. Lorsque un général dit et répète, vous le ramenez, prenez votre temps. Est-ce que vous m'avez compris? Il répète, est-ce que vous m'avez compris? Pour le colonel Burgo, c'était clair et net qu'il ne fallait pas qu'il arrive vivant. Face à l'impunité, la justice. Pour les Ivoiriens, pour les Français et pour tous ceux et celles qui ont vécu en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 et ont été victimes du complot contre Gbagbo et les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été marquée par des violences qui ont laissé des blessures profondes. Des crimes graves restent impunis. L'impunité nourrit la violence. Pour construire un avenir de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, la justice doit être rendue. Face à l'échec de la Cour pénale internationale, CPI, qui n'a pas pris en compte les acteurs étrangers qui ont participé du malheur des Ivoiriens, des Français et autres, nous demandons la création d'un tribunal pénal international. Ce TPI vise à apporter une véritable réponse juridique à tous les crimes commis en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, peu importe la nationalité de leurs auteurs. Pour la justice, la vérité, les réparations et pour une réconciliation vraie des Ivoiriens, signons la pétition, elle est totalement gratuite. Votre signature est une voie pour la justice. Agissez maintenant. Il transmet donc. À ce temps-là, on cherche un peu les éléments beaucoup plus aguerris, beaucoup plus solides, parmi lesquels on choisit donc l'adjudant-chef Rogel. Oui. On choisit l'adjudant-chef Rogel. Et le chauffeur, lui, c'était c'est un Ben Youssouf, quelque chose Ben comme Youssouf. Ça. Voilà, j'ai vu ça, Oui. Et l'autre accompagnateur, c'était M. Chinir. Oui, Chinir, Ben Youssouf, lui, c'était un chauffeur. Et il s'est bien défendu. Et Chinir, c'était l'accompagnateur. Mais Rogel, l'adjudant-chef, ça devait être, d'après leur dossier militaire là-bas, l'élément très fidèle, l'élément capable de commettre ce genre de... Ah ouais. Oui, on ne choisit pas n'importe qui. C'est ça, oui. C'est comme ça donc qu'ils se sont mis dans une voiture VBL, VBL abréviation, voiture blindée légère, VBL, une voiture légère blindée, VBL. Et cette voiture VBL, ce qui a d'abord surpris même les infirmiers qui étaient là, c'est le fait de voir qu'ils ont pris le sac poubelle, le sac poubelle de couleur noire. Quand ils ont pris le sac poubelle de couleur noire, dans le dossier, j'ai lu une infirmière qui disait que lorsqu'il a regardé ça, elle a eu un pressentiment. Elle a eu un pressentiment que ça n'allait pas. Or, bon, pour les Rogel, c'était quoi? C'était que comme il était blessé au pied, il voulait faire des garrots sur son pied pour que ça ne mouille pas la voiture. D'accord. Oui. Et donc, le convoi a démarré avec une voiture devant et une autre voiture pour l'amener. Et à peine ils ont fait, je peux dire à peine ils ont fait peut-être 1 kilomètre.
Rogel, lui, il était assis, c'est lui le commandant de bord. Il était assis devant. Maé était couché derrière avec Chinir. Et le commandant Rogel a demandé à Chinir de le relever. Bon, Maé râlait. Maé, ce n'était plus. Il était épuisé, lui ne parlait pas. Et l'autre là a relevé son buste. Et le colonel Bulgo, ils ont pris ce sac plastique là, ils ont enfilé sur sa tête. Ils l'ont attaché. Il a fait les derniers gestes dans ce genre de cas, c'est-à-dire pousser les pieds ouais. sort. Les derniers gestes de l'agonisant. Et quand ils l'ont déposé, c'était sûr qu'ils ont su qu'il était déjà mort. La voiture a repris son rythme normal et y allait un peu plus vite. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été sorte de félicités par le colonel Bulgo. Et le colonel Bulgo a pris l'adjudant-chef. Il a dit aux autres d'aller de vaquer. Il a pris l'adjudant-chef pour aller boire soit le café, je ne sais pas. Et tout. Voilà à peu près ce qui s'est passé ce jour-là. Ok, donc maître, vous avez donc décrit dans le menu détail, on le voit avec tous ces détails qui rappellent un peu ce qu'on voit avec les romanciers du XIXe siècle, comment et dans quelles conditions donc Fumé Maé a été tué. Et donc, voilà. Et pour rappel, vous avez dit simplement que Fumé Maé, c'était un citoyen ivoirien normal, lambda, qui vivait une vie normale. Alors, donc vous prenez l'affaire de Fumé Maé. Et comment ça se passe maintenant au procès? Et concrètement, les détails du procès. Et une chose, avant d'entrer dans ces détails du procès, moi je voulais poser la question, comment ça se fait que cette affaire est jugée devant des assises alors que nous avons affaire à des militaires? Bon, je vois un peu la question que vous voulez poser parce que vous voulez savoir comment est-ce que le meurtre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien, est jugé en France. Cette question, vous n'êtes pas du tout la première personne. Je pense que tous ceux qui, en dehors ceux qui avaient intérêt pour les militaires français, parce qu'il y avait ceux qui étaient pour la cause des militaires français. C'est la question qui était récurrente. Les gens me posaient la question. On sait que lorsqu'il y a une infraction qui a été commise, c'est le lieu de la commission de l'infraction. Si c'est un immeuble, c'est le lieu où l'immeuble est situé. Le code de justice militaire, code français de la justice militaire, stipulait que lorsqu'un militaire commet une infraction comme genre de Fumé Maé, ne doit pas être jugé dans ce territoire-là, le territoire où l'infraction a été commise. C'est la France qui doit être compétente. C'était écrit noir sur blanc. Ok. Oui. Donc, raison pour laquelle ces militaires, parce que les gens se disaient, oui, si on va les juger en France, c'est parce que la France, c'est un abus, la France, il y aura un déséquilibre, la justice ne sera pas impartiale parce que ce sera la justice française et tout ça. Mais ils ont prévu tout ça. Dans leur code, c'était écrit, leur code, un militaire qui commet une affaire en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Djibouti et bien d'autres, qui sera jugé en France. C'est pour cela que l'affaire Maé était jugée en France. Mais moi, je vous ai posé la question parce que est-ce que quelque part il n'y a pas une forme de défaut de souveraineté de la part de l'État de Côte d'Ivoire, qu'un citoyen ivoirien ait été assassiné ou tué froidement par un soldat français sur le sol français et l'État de Côte d'Ivoire ne s'accapare pas de l'affaire, laisse l'affaire à un autre État pour juger cette affaire-là, même s'il était incompétent. Je ne doute pas de l'impartialité de la justice française, c'est pas ça. Est-ce que quelque part la Côte d'Ivoire n'a pas démissionné? Vous pouvez douter, ce n'est que normal. Mais vous savez que ce que les gens, je peux vous expliquer aujourd'hui, le tribunal aux armées français travaillait avec l'instruction française, travaillait avec l'instruction ivoirienne. Ok. C'est les deux juges d'instruction qui étaient saisis. Ok. Et le commissaire du gouvernement, je pense qu'il est déjà à la retraite, Ange Kessi. Ange Kessi, oui. Oui, est souvent venu ici devant le tribunal aux armées en France pour que les deux travaillent en synergie. D'accord. Donc, lorsque il devait avoir une instruction, c'est-à-dire une commission rogatoire, le juge français, je crois que le juge français d'instruction français s'est déplacé peut-être 2 ou peut-être 3 fois. En Côte d'Ivoire. Le reste, c'est son homologue ivoirien qui assurait.
Par exemple, la famille, lorsque la famille a été auditionnée, c'était le juge ivoirien qui avait auditionné la famille, les membres de la famille. Il signe et puis il signe le procès verbal d'audition. Il envoie ça en France. Il travaillait en synergie. La justice française n'était pas seule dans ce dossier. Et je vais vous poser ma question autrement. Peut-être elle est provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Oui. Imaginons qu'on prenait, si c'était un militaire sénégalais qui avait tué un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire accepterait que ce soit jugé au Sénégal? C'est juste pour vraiment poser la question. Donc je m'adresse à Ange Kessi, à travers vous, à travers l'émission. Oui. Est-ce que si c'était un militaire sénégalais qui avait assassiné un Ivoirien en Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire accepterait que les soldats ivoiriens et sénégalais soient jugés au Sénégal? C'était justement le sens de ma question, parce que justement, en rencontrant Maître Ndoumou, on voulait se poser la question, est-ce que vraiment là, derrière cette question, est-ce que l'Afrique veut véritablement, est-ce que l'Afrique veut, à travers les dirigeants que nous avons, par les actes qu'ils posent, est-ce qu'ils veulent vraiment la souveraineté? Et à l'époque, c'était Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Est-ce qu'on pourrait se dire que Laurent Gbagbo, quelque part, n'a pas laissé faire? Oui, Laurent Gbagbo avait plutôt une autre bataille à mener. C'était la bataille de son pouvoir. D'accord. Laurent Gbagbo voulait d'abord sauver son pouvoir. C'est ça, parce qu'il était attaqué par les rebelles. Parce qu'il était attaqué par les rebelles. Et puis il y a eu, je crois, il y a eu avant le bombardement de Bouaké de 2004 aussi. Pour lui, ça c'était une petite affaire qui ne pouvait pas considérer. Son problème, c'était d'abord son pouvoir. C'est ça. C'était d'abord son pouvoir. Se mêler d'une affaire d'un individu, d'un petit citoyen, ce n'était pas du tout son problème. Et c'est la bête, pourquoi? C'est une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration pour vous. C'est que, alors même que le président ivoirien considère cette affaire comme un genre de fait divers, vous allez... Effectivement. Voilà. Oui. Exactement. C'est le terme. C'est le terme, voilà. Oui. Et vous allez plaider cette affaire et vous allez obtenir ce que j'appelle des victoires. Oui. Extraordinaires, comme par exemple... Merci. Voilà, et vous avez obtenu par exemple la radiation des soldats en question. Mais on reviendra là-dessus. Oui. Donc on va revenir, donc ça c'était ma question, donc on va revenir donc là où on était dans cet entretien-là. Oui. Donc Fimé Maé est étouffé. Le colonel Bugo, vous dites, félicite l'adjudant-chef Guy Roger. Oui. Et puis bon, l'affaire, techniquement, elle était close. Oui. Pour eux. Oui. Alors, comment vous faites après Bon, là, ce n'est que l'affaire, et vous savez que quand il y a mort d'homme, à l'époque, il y avait à peu près 5000 soldats français de l'opération Licor. Je dis bien 5000. Il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites parce qu'une affaire comme celle-là ne pouvait pas se cacher. Il y a eu des fuites et les militaires eux-mêmes, je crois, c'est-à-dire les questions que vous posez sont des questions très pertinentes. Les militaires eux-mêmes, quelque part, ils s'attendaient à une certaine reconnaissance. Mais pour avoir fait ça. Pour avoir fait ça. Mais c'était aussi passé comme un fait divers dans la troupe. Et par exemple, les Guy Roger et tout ce monde se sont dit, mais d'ailleurs, il y a un général qu'on avait décoré. Ils se sont dit, ben, nous on vient assister à un général qu'on vient décorer, alors que nous avons fait une action qui méritait quand même une certaine reconnaissance. Ça a commencé à chipoter et tout consort. Et c'est comme ça que l'affaire est sortie au grand jour. Mais, quand ça sort au grand jour, il y avait des prévôtés. Les prévôtés étaient aussi informés qu'il y a eu ce meurtre-là. Mais ils voulaient avoir tous les éléments, toutes les cartes. C'est ça. Parce qu'ils connaissaient un autre Maé. Ah ouais. Un autre Maé, je pense qu'il avait un surnom de Zas. Zas, ok. Et cet autre Maé, lui, il avait séjourné en prison plusieurs fois. Et cet autre Maé était en vie. Ils ont mené les enquêtes rapidement. Il était en vie. Et il se posait donc la question, mais de quel Maé alors? De quel Maé s'agit-il?
Et les militaires, les prévôtés, c'est-à-dire les gendarmes. Vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ce que c'est que les prévôtés, donc les gendarmes qui enquêtent au sein de l'armée militaire? Oui, les prévôtés, c'est la gendarmerie. Ils sont office de police judiciaire. Ça dépend de nombre. Lorsqu'il y a à peu près, je crois, 150 militaires quelque part dans les OPEX, il faut qu'il y ait des militaires. Il faut qu'il y ait des gendarmes. OPEX, opération extérieure. OPEX, voilà, opération extérieure. Donc, au fur et à mesure, le nombre est croissant. Il y a également un nombre croissant de gendarmes parce que les problèmes peuvent survenir entre des militaires ou bien entre les militaires et la population locale. Absolument. Et ce donc, sont les prévôtés qui jouent office de police judiciaire, l'OPJ, aux polices judiciaires pour mener des enquêtes de ce qui s'est passé et transférer. Donc, ces gendarmes, au moindre incident, ils doivent être informés. Or, cet incident a été caché à ces gendarmes. Il y avait donc déjà cet aspect, ce conflit. Les gendarmes se disent que, mais attendez, les militaires ne nous font pas confiance parce qu'ils ne nous ont pas révélé cet incident. Ils avaient donc déjà cet élan de dire que les militaires, ils ont couvert, ils ne nous font pas confiance, ça veut dire qu'ils ne veulent pas coopérer avec nous. Et c'est là où tout est parti. Jusqu'à ce que la hiérarchie militaire a été informée qu'il y a eu cette personne qu'on a tuée arbitrairement. Et en fait, le vrai Maé, il est toujours vivant. En principe, si entre-temps, depuis la décision, en principe, il est toujours vivant. Voilà, donc en fait, je voulais dire simplement que le Maé qu'on a assassiné, qu'on a étouffé, c'était pas le Maé en question. C'était pas le Maé en question. Voilà. C'était pas le bon Maé. C'était pas le ZAS. C'était pas le ZAS, le Maé qui portait ce surnom de ZAS. Ouais. Et donc voilà, l'affaire est donc remontée. Et il fallait qu'on trouve donc que les militaires puissent justifier parce que il est quand même interdit de tuer. Et de tuer de cette façon, c'est-à-dire ils ont fait justice. C'est ça. Il fallait que ça passe. C'était une forme de condamnation à mort. Oui, c'était une forme de condamnation à mort. Et la peine de mort est interdite en France. Voilà. Et tout de suite, lorsque la partie, parce que la partie civile, ça dit les victimes, dans une affaire, lorsqu'il y a une victime quelque part, ça donne un peu beaucoup plus de force, que ce soit au juge d'instruction ou bien au procureur de la République. C'est ça. Oui. Parce que vous êtes comme l'interface, vous apportez des éléments, des éléments de la victime et tout ça, vous appuyez certains points pour dire que bon, voilà, ça fait évoluer. Vous pouvez également demander au juge d'instruction, voilà tel aspect que vous n'avez pas fait des recherches, vous n'avez pas instruit pour la manifestation de la vérité, c'est-à-dire découvrir ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez instruire, faire l'enquête sur tel aspect? Le juge d'instruction est obligé de mener l'enquête sur cet aspect-là et vous donner la réponse. Si le juge d'instruction ne vous donne pas la réponse, une réponse appropriée, ou bien s'il prend votre question, il pose de côté, vous allez à l'étape supérieure, vous saisissez la chambre d'instruction pour dire que bon, moi j'ai demandé à sorte que le juge d'instruction puisse instruire tel aspect. Il ne l'a pas fait. Je suis venu vers vous pour que vous demandiez à ce que ce juge-là puisse le faire. C'est ça. Donc, vous saisissez la chambre d'instruction. Ça, c'est une évolution. Ça doit être une évolution. Oui. Donc, le fait déjà qu'il y ait eu dans les parties civiles, pour quelqu'un qu'on présentait comme un enfant des rues, qui n'avait pas de famille et tout ça, j'ai tout fait afin que je puisse obtenir les pièces d'identité des membres de sa famille. Il y avait, je crois, 2 ou 3 sœurs. Il y avait déjà Edith. Edith, oui. La compagne. La compagne, c'est Edith. Et son grand frère, Jacques Daou. Et c'est un cousin qui se sont vite constitués partie civile. Et j'ai donné leur récépissé. Certains avaient les récépissés de pièces d'identité. Et leur récépissé de pièces d'identité. Et certaines photos, les photos de Maé pour prouver qu'ils faisaient partie de leur famille. Ok, donc en fait, si je comprends bien, l'armée en France, l'armée française était en train de mentir au propos de Fimen Maé. Qu'on le dise simplement, dans des thèmes crus, était en train de fabriquer un narratif pour faire passer Fimen Maé pour un voyou notoire, afin de justifier leur acte. Et même si, à supposer, je parle de l'hypothèse que Fimen Maé était un voyou notoire, maître, en tant qu'avocat, ce qu'ils ont commis, c'est inacceptable dans un état de droit. La police scientifique de Paris qui est hyper équipée. Pour vous montrer un peu les obstacles que j'ai rencontrés.
va faire des analyses. Ils disent que nos appareils sont obsolètes. On ne peut pas déterminer si vraiment le frère de Maïs c'est son frère. Parce que les appareils de la police scientifique de Paris, l'une des meilleures, l'une des plus grandes polices scientifiques du monde qui vient vous parler des machines obsolètes. Sorti des arguments totalement farfelus. Hein. Vous voyez un peu les obstacles. Parce que le procès, l'instruction s'ouvre en 2005. J'avais connu une juge, je ne sais pas si elle a pris sa retraite, Madame Brigitte Renaud. Je vous dis, c'est Ah, Madame Renaud, que je connais. Je vous dis, moi je vous le dis en face de la caméra, c'est une dame, j'ai eu de l'admiration. D'accord. J'ai eu de l'admiration. Parce que elle a fait son travail. Elle a fait son travail et elle voulait aller jusqu'au bout. Malheureusement, on l'a vite enlevé, écarté. Et j'ai même vu colonel Burgo et puis je crois l'autre, Rogel, détacher, dire que prenez vos médailles que vous nous avez données. Ah ouais. Oui, à l'audience, on s'en fout. Vous nous avez envoyé au front. La France a beaucoup fait. Je contacte les autorités ivoiriennes. Je leur dis, j'ai une famille qui doit assister au procès. Et c'était à l'époque, je crois, M. Ouattara était déjà là, 2012, parce qu'il avait pris le pouvoir en 2011. Je contacte les autorités ivoiriennes, je leur dis, dans ce genre de situation, nous avons 6-8 personnes qui doivent venir assister au procès. Ces personnes, c'est des gens démunis. Est-ce qu'il n'y a pas certains avantages, c'est-à-dire l'État, en tant que leur citoyen, peut les aider pour l'obtention des passeports sans que... On m'a fait tourner à gauche et à droite et à gauche, et on a même failli me monter contre mes propres clients. Lorsqu'on est chef d'État, on défend son territoire et la population. Absolument. On défend son territoire et la population. J'ai une admiration pour les États comme la France. Et parfois peut-être aussi un État comme le Nigeria. Parce que le Nigeria, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe avec un Nigérian, le Nigeria sort un peu les muscles. Vous voyez, ici en France, on va vous dire, un jeune est tombé dans le puits, il y a un petit soulèvement. Le président Macron peut se déplacer pour ça. Au pire des cas, peut-être c'est son ministre de l'Intérieur. C'est ça. Mais quand on est en Afrique, on va trouver un corps posé sur la rue. Les gens vont prendre un petit morceau de tissu qu'on va le couvrir et ça va passer et puis on vient avec un brancard, on met le corps. On ne cherche pas. On ne cherche pas de quoi cette personne est morte.